et donc on va partager un petit moment ensemble sur cette question des apparences, physiques, hein, dans le monde du travail. Comme je vous l'ai montré sur ce petit, visuel, c'est un vrai sujet et là, on avait, si vous vous en souvenez, une manifestation d'étudiants, contre les comment dire? Les basses rémunérations ou quasi inexistantes pour les stages et qui se cachaient derrière un masque parce que, eh bien, ils risquaient autrement de perdre leur possibilité d'avoir un travail ou un emploi ou un stage. Voilà, donc je vais parler de ce sujet qui est à la fois bizarrement très oublié, on le verra, il y a très, très peu de plaintes, pour discrimination, pour référence physique, alors qu'il est, mais partout. Si nous ne sommes que 5 à 10 à être en situation de handicap, si nous n'avons pas tous, des orientations sexuelles différentes de la plus classique, voilà, si les couleurs de peau sont très diverses, hein, eh bien nous avons tous une apparence physique et on va voir qu'elle peut poser pas mal de questions. Alors, je fais du monde du travail, mais on va voir très vite que ça déborde bien largement le monde du travail. Alors, on a, maintenant une expression et elle a été, très, 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 dans les réseaux, très présente dans les réseaux, c'est le body shaming. C'est-à-dire, ben, faire honte, à quelqu'un à cause de ses caractéristiques physiques. Et le dernier épisode en date, il y en a tous les jours, hein, quand on est sur les réseaux sociaux, sur tout type, Instagram, TikTok et cetera. C'est le bashing qu'a subi, notre dernière Miss France. Et alors, pour des raisons extraordinaires, quand vous regardez les commentaires, j'avais été voir un peu sur X, entre autres, mais sur YouTube aussi, là où il n'y a évidemment aucun filtre, elle avait les cheveux courts, et Miss France ne doit pas avoir les cheveux courts, et elle était trop maigre, et elle n'avait pas de poitrine, ce qui n'est pas dans la norme des Miss France. Voilà, le body shaming. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement terrible à subir, même si on essaye de, bien sûr, de ne pas être sur les réseaux, ça revient toujours. Et bien sûr, les médias plus classiques se font les amplificateurs de ça. Donc, c'est quelque chose qui touche tout le monde du moment où on commence à avoir une image publique. Alors là, très publique, et évidemment, il y a une ambiguïté puisqu'elle est jugée sur son physique, mais ça peut être tout simplement se mettre sur sa page Facebook. Alors, en effet, nous sommes tous docteurs S apparence, hein. On a tous une idée, on va le voir pourquoi, de l'apparence des autres. Et on sait que cette apparence, eh bien, des fois, il faut savoir la camoufler, la mettre en veilleuse, la changer, parce que eh bien, notre société, elle est basée sur le regard de l'autre. Et l'étymologie nous donne des clés, hein. Apparence, ça vient de apparoir, enfin, bas latin vraisemblance, et du grec phaino, être brillant, resplendissant, devenir évident, rencontrer les yeux, frapper le regard. Donc cette notion du regard, elle est très importante. Et l'apparence physique, de façon plus légale et juridique, puisqu'on va le voir, ça fait partie des critères qui sont inscrits dans la loi, c'est l'ensemble des caractères physiques. Alors, c'est la taille, le poids, les mensurations, le volume musculaire, le visage, tout est peut-être inclus. Les attitudes corporelles, donc la façon de marcher, de se tenir, de s'asseoir, les attributs, la façon dont je m'habille, je me coiffe, les accessoires, le maquillage, et depuis le 26 novembre 2020, la façon de parler, c'est-à-dire ce qu'on appelle les accents. Alors, bien sûr, les accents régionaux, venir du sud-ouest ou venir d'Alsace, on n'a pas le même accent, mais aussi la façon dont on maîtrise la langue française. Vous voyez que ça couvre un nombre de choses incalculables et qui font partie donc de cette notion d'apparence physique. Alors, quand je disais que tout à l'heure, nos regards peuvent tuer, je vous rappelle cette chanson, alors je ne sais plus qui est l'auteur, mais de Johnny Hallyday, qui disait « Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?» et qui était « Elle ne te revient pas, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot, souvent un regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. » Voilà. Et je crois on connaît tous ce regard furtif qui va dans un métro nous planter un couteau parce qu'on est trop gros, on est trop maigre, on a les cheveux trop crépus, on est trop handicapé. Voilà, ces regards qui d'ailleurs, dans la naïveté enfantine, vont au-delà du regard, hein, souvent une petite réflexion, une question, hein, et non, on ne dit pas ça au monsieur, souvent on réagit comme ça, mais le regard peut suffire et en effet être extrêmement, être une arme. Alors,
Je rappelle, je me concentrerai sur le monde du travail sur lequel c'est ma compétence et j'ai beaucoup plus travaillé, mais je vous rappelle aussi quand même que c'est une des premières causes de ce fameux phénomène qui existe depuis longtemps aussi, dont on parle maintenant de plus en plus, de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire peut porter sur plusieurs choses, mais c'est l'apparence physique est véritablement une des premières causes. Une petite fille ou un petit garçon qui ne plaît pas, alors qui peut avoir une apparence, c'est de la grossophobie, hein, trop gros par exemple, ça peut être des cheveux roux, hein, récemment je lisais ça, dans les questions d'harcèlement scolaire, mais ça peut être aussi, par exemple un petit garçon qui va paraître trop efféminé. Ça peut être tellement d'autres choses. L'apparence physique est très importante donc dans les questions de harcèlement scolaire et ce qu'il faut dire, c'est que toutes les études qui sont menées chez les très jeunes enfants donnent déjà des visions du monde qui font qu'on va trouver quelqu'un beau, qu'on va rejeter quelqu'un pour son physique. Ça, c'est quelque chose qui est un impensé, mais qui est issu de l'éducation, pas forcément formelle, mais toute ce côté informel qu'on peut avoir en mimant des gens et en cherchant donc à se réfugier dans des catégories. Alors, ça n'arrive pas qu'aux autres. Peut-être que chacune ou chacun d'entre vous vous dites: «Oh là là, moi ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais été repris pour un problème physique». Mais on peut avoir un accident, on peut avoir une maladie, on peut acquérir un handicap. Le vieillissement fait partie des problèmes d'apparence physique. On peut perdre du poids, en prendre. Donc, l'apparence physique, elle se modifie au cours de la vie, elle peut se bonifier, hein, si j'oserais dire ça, mais elle peut être, un moment, donc nous aider, enfin nous obliger à nous confronter à ce problème. Alors j'avais glané, quelques exemples qui étaient assez terrifiants, hein. Une petite fille dont vous voyez malheureusement la photo qui a été beaucoup, sur internet, qui avait été attaquée par des chiens, qui l'avaient complètement défigurée et qui va déjeuner, dans un enfin dans un restaurant de restauration rapide et à qui on demande de sortir avec ses parents parce qu'elle fait peur aux autres clients. Ça, c'est des choses, qui arrivent, de temps en temps, malheureusement, trop souvent, même si c'est qu'une fois. On peut avoir évidemment cette question, comme cette autre adolescente qui était harcelée sur les réseaux parce qu'elle était trop ronde et qui avait répondu en, voilà, en montrant ses fesses et en disant que voilà, elle n'avait pas de problème avec son derrière. Donc, c'est des choses qui peuvent être extrêmement nombreuses et attaquer sur beaucoup, beaucoup de sujets. Alors, c'est un très, très vieux sujet, l'apparence physique et déjà dans l'Antiquité, il y avait ce qu'on appelle une science, alors une pseudo-science, hein, on est bien d'accord, la physiognomie et qui disait, en fait, on peut prévoir, par rapport aux traits du visage, d'une personnalité. Voilà, c'est tout à fait normal qu'on juge quelqu'un sur son apparence. D'ailleurs, il y a plein de choses qui nous disent, qu'on peut juger quelqu'un sur son apparence. Il y a beaucoup de dictons par rapport à ça. Et dans le 19e siècle, il y a eu vraiment cette science des apparences, la physiognomie, où pareil, on pouvait alors c'était devenu très, très, très scientifique, on mesurait les angles du visage, la façon dont le crâne était configuré et ça a donné des dérives terribles, hein, bien sûr, tous les problèmes de racisme, d'antisémitisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a donné, quelquefois des accusations, hein, avoir la tête il a bien la tête pour la gueule d'un voleur ou d'un assassin. Il en est resté des choses un peu plus positives, comme toute cette science qui tourne autour, par exemple des empreintes, des doigts et qui permet de repérer, des gens, mais là, pas pour des raisons, d'interprétation. Il en est resté aussi une expression que vous connaissez, avoir la bosse des maths. Voilà, il y avait, des gens qui avaient une bosse dans le crâne et qui pouvaient, prédire, leur talent en mathématiques. Donc c'est un très vieux sujet, mais alors maintenant qui est d'une actualité brûlante, puisqu'on est dans un monde d'images. J'ai parlé tout à l'heure d'Instagram, Facebook, les images sont absolument partout. Vous êtes dans le métro, vous êtes dans le bus, vous voyez des gens ou le train, scroller, 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 des vidéos, des photos, des images, et on sait qu'au bout de 3-4 secondes, eh bien, on va s'arrêter ou pas sur le sujet. Alors j'ai mis quelques personnes qui sont ce fameux dispositif des égéries, hein, Rihanna, Charlize Theron, George Clooney, bien sûr Kardashian.
Kim Kardashian. Voilà, c'est un monde d'images. Il faut savoir quand même que le miroir est apparu très tardivement, hein, et que les gens, pendant des siècles et des siècles, ne pouvaient pas voir leur propre apparence. Louis XIV, d'ailleurs, avec la galerie des glaces, a montré sa magnificence parce qu'il pouvait mettre des miroirs partout, ce qui était un signe énorme de puissance et de richesse. Mais alors maintenant, avec les réseaux sociaux, l'image, l'apparence physique ont pris des proportions absolument incroyables, et avec ce phénomène qu'on appelle la mise en scène de soi. Je me prends en photo, je me montre, nous faisons tous du tourisme, là je reviens de vacances comme vous, et ce phénomène où on ne prend plus la personne, alors j'ai montré cette conférence pendant la conférence de la, la- la campagne présidentielle de Hillary Clinton, vous voyez que tout le monde lui tourne le dos pour se faire prendre en photo avec Hillary Clinton. Et c'est absolument maintenant un phénomène. Vous allez devant la Tour Eiffel, les gens ne prennent pas la Tour Eiffel en photo, ce qui pourrait déjà être une question, mais de voir le monde à travers les appareils photo, mais ils se prennent, eux, devant la Tour Eiffel. Et on a ce phénomène de selfie qui est devenu quelque chose d'incroyable, avec en plus tous les phénomènes de filtres qui permettent de modifier justement son apparence pour paraître beaucoup plus glamour et beaucoup plus attractif, séduisant qu'on ne pense l'être. Alors, deuxième phénomène, c'est le corps travaillé. Alors, le corps travaillé, c'est ce phénomène de montée en puissance extrêmement forte et globalisée des tatouages. Tatouages qui étaient réservés à quelques personnes, alors plutôt de façon les marins, les prisonniers. Maintenant, tout le monde non, mais beaucoup de gens sont tatoués, quel que soit leur métier, leur CSP. L'été, on voit le nombre de tatouages. Le tatouage, ça va aussi avec le piercing, les boucles d'oreilles, tout ce qui va modifier donc l'apparence physique. On appelle ça le corps travaillé. Et c'est intéressant de voir que sociologiquement, ça va avec une montée en puissance de l'individuation. Je veux être quelqu'un de différent. Et le corps, dans un monde où on veut être différent, distinctif des autres, est devenu une vitrine de nous-mêmes. Si ce n'est pas des tatouages ou des choses qui sont pérennes, c'est ce qu'on appelle de plus en plus l'ère du fake, le maquillage fake, avec par exemple cette mode aussi, là je reviens des États-Unis, incroyable, des faux ongles, alors on en voit en France, mais alors là ça prend des proportions incroyables, des faux cils, du maquillage, des perruques, voilà. On se déguise presque plus pour être peut-être disparaître derrière quelque chose qui nous déplaît, ou pour rejoindre une mode qui fait qu'on va appartenir à une tribu, on y reviendra, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, il y a aussi l'explosion du marché de l'esthétique. Alors, ça peut être bien sûr la chirurgie esthétique, mais de plus en plus la médecine esthétique. On voit, l'autre jour, je regardais les palmarès des premiers métiers choisis, enfin les premières spécialités choisies par les étudiants en médecine. La chirurgie, enfin l'esthétique, pardon, est vraiment devenue quelque chose de très important, la dermatologie, et ça permet d'aller vers de l'esthétique, mais de l'esthétique qui n'est pas la verrue plantaire ou l'eczéma, donc tout ce qui est médecine esthétique, laser, botox, etc. Donc la modification de l'apparence physique est devenue un marché, un business, un peu en France, ça c'est clair, mais alors quand vous allez en Amérique du Sud, on offre ça, on offre une réduction mammaire, on offre du botox à des gens qui n'ont même pas fini d'ailleurs leur maturité physique, hein, des adolescents ou des adolescentes, ce qui pose un vrai problème. Alors la question qui se pose quand on est face à ces questions d'apparence physique, c'est il y a deux choses. Il y a le choisi. Je choisis d'avoir des piercings, je choisis d'avoir les cheveux verts, je choisis d'avoir un tatouage. Mais il y a le subi. Je ne choisis pas d'être quelqu'un de petite taille. Je ne choisis pas d'avoir une énorme névus sur la joue. Je ne choisis pas d'avoir une texture de cheveux. Enfin, je pourrais la modifier, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas. Et on sait que les gens, les études le montrent, sont beaucoup plus bienveillants avec ce qui n'est pas choisi, ce qui est subi. Parce qu'en fait, la personne ne peut pas modifier. Et par contre, on peut être beaucoup plus sévère avec le choisi, par exemple, des vêtements qui sont complètement loufoques, différents, et qu'on va désapprouver. Se pose au milieu donc quelque chose qui est une des questions les plus importantes, on va le voir dans le monde du travail, c'est la grossophobie, c'est-à-dire la question du poids, le surpoids, l'obésité, sachant qu'on ne sait pas
on hésite entre subi ou choisi. Subi, ça veut dire que c'est des caractéristiques génétiques, que c'est une maladie. Choisi, ça veut dire qu'on fait le choix de trop manger, de s'empiffrer. Et ça va poser, on va le voir, des questions de maîtrise de soi. Et c'est vrai que, alors j'ai mis ça sous forme d'humour, be nice to fat people, soyez sympa, gentil avec les gens gros, parce qu'un jour ils vous sauveront la vie. Hein. Voilà, on est poursuivi par un ours et l'ours, il va pouvoir attraper plus vite quelqu'un qui court peut-être moins vite ou qui est plus appétissant. Mais voilà, il y a quand même quelques questions, et dont la question du poids, qui sont très compliquées à gérer et qui ne reçoivent pas les mêmes réponses en fonction des personnes. Alors, la question de l'apparence, elle rejoint aussi d'autres critères de discrimination. Je l'ai un petit peu dit, mais là, je le reformule. La façon dont on s'habille, ça peut être là, comme j'ai mis une photo, un voile pour une femme, donc un signe religieux. Ça peut être le vieillissement, donc on rejoint le critère de discrimination sur l'âge. Ça peut être la couleur de peau. Là, en l'occurrence, là, j'ai mis quelqu'un qui a une peau noire. Et ça peut être le handicap, alors toujours le symbole du fauteuil roulant, mais ça peut être une absence de bras ou toutes sortes de choses. Voilà. Et c'est vrai que du coup, les discriminations qui sont vraiment vécues pour apparence physique, elles sont souvent, on le voit avec les juristes, requalifiées dans d'autres types de discriminations qui sont peut-être plus courantes, plus simples à gérer. Et du coup, c'est ce que je vous disais, l'apparence physique, c'est quelque chose qui est l'éléphant au milieu du couloir, mais alors qu'on essaye de ne pas voir. C'est une forme d'impensé. Alors, c'est très culturel, l'apparence physique. Regardez ce tableau de Botticelli, Vénus, qui sort des océans. Eh bien, quelqu'un s'était amusé sur des tableaux comme ça, évidemment, où à l'époque, les rondeurs étaient très, très, très bienvenus, à dire, ben voilà ce que serait devenue cette Vénus si on la peignait en 2000 et quelques ou 2020. Vous voyez, elle passerait d'une taille 42, voire 44 à une taille 36. Et ça, c'est culturellement quelque chose aussi qu'il faut comprendre. Au cours de l'histoire, on peut voir énormément de tableaux. Les critères qui vont définir la beauté, l'attractivité vont évoluer, comme ils évoluent selon les cultures. Des choses très extrêmes, mais ce qu'on appelait les femmes girafes, voilà, avec cette extension du cou, qui est vraiment un signe d'attractivité, de beauté, dans certaines cultures ne l'est pas du tout, enfin, nous laisse profondément indifférents, et là le mot est faible, comme les petits pieds chinois, qui amenaient d'ailleurs à des souffrances énormes à une époque en Chine, arrêtée avec la révolution culturelle maoïste, était un signe, un critère d'attractivité, de beauté, même d'érotisme, hein, et qui me laisse absolument froid. Hein. Me pose la question si des chaussures comme celle-là qu'on voit de temps en temps sur les podiums sont tellement plus intéressantes et tellement plus confortables. Voilà. Mais les critères de beauté, d'attractivité, il faut bien le comprendre, varient avec la géographie et varient avec le temps. On se pose toujours la question d'une forme de beauté universelle, et ceux qui travaillent nous disent que la symétrie est véritablement un point de convergence, et qu'en effet, on peut être très, très, très différent, mais quand on a un visage symétrique, on attire plus facilement le regard, et on dégage une forme de consensualité sur la beauté, sur l'attractivité. Alors, j'ai repris ces photographies très bien faites, ce sont des montages, où vous voyez à droite, enfin à gauche sur votre écran, au milieu, au milieu, vous avez la photo de la personne, à gauche, un montage à partir de... Non, c'est complètement à gauche, excusez-moi, c'est la photo de la personne. Au milieu, c'est son côté droit, son visage, si elle avait ses deux côtés droits, symétriques, et à droite, ses deux côtés gauche. Voilà. Et vous voyez qu'en effet, nous avons des visages profondément asymétriques. Je ne suis pas certaine, si vous regardez ces visages, donc ceux du centre et de droite, qu'ils soient tellement plus attractifs que le visage du départ. Se pose la question, et je crois que personne n'a véritablement tranché, même si on continue à dire que l'attractivité, l'asymétrie provoque l'attractivité.
Alors, je parlais de l'apparence physique vestimentaire. Là se pose toute la question de la norme et de l'interprétation qu'on va faire de la façon dont les gens s'habillent. Alors, j'ai repris un exemple qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux là aussi. C'est la question des mamans, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, qui ont un petit garçon qui veut s'habiller en fille. Alors, il a 4, 5 ans, 8 ans, il veut s'habiller en fille et des mamans disent: «Mais on a envie de le laisser faire, après tout, voilà, c'est» et avec toujours des réflexions: «Tu veux en faire un gay?» On sort de la norme, on interprète, des choses, qui, sont absolument pas prédictives de rien du tout parce que beaucoup de là aussi, quand on se penche sur la question, beaucoup de petits garçons qui veulent s'habiller en fille le font quelques semaines, quelques mois, puis après, passent complètement à autre chose et c'est vrai que bon, les choses évoluent, hein, par rapport à ce qu'on appelle la fluidité du genre. On voit de plus en plus, alors plus, dans les États-Unis aux États-Unis et surtout au Canada, je trouve à Montréal très présent, des personnes très ambiguës, hein, dans leur façon de s'habiller, on ne sait pas trop interpréter, la façon dont elles s'habillent, est-ce un homme, est-ce une femme? Mais c'est vrai que la façon dont on interprète, les vêtements, pose aussi, des questions, hein, par rapport aux préjugés qu'on va leur porter. Alors, je rappelle que tout ça est une construction de notre cerveau, une construction psychique. Quand on arrive au monde, le monde est d'une complexité folle. Notre petit cerveau de bébé, de nouveau-né, n'a pas les capacités et après le temps passe et je ne crois pas qu'il les ait tellement plus à comprendre la complexité du monde. Donc le cerveau va se charger de la réduire en catégorisant. Ça, c'est la première étape et la première étape, c'est maman. Voilà, maman et les autres. Après, on a maman et papa. Après, on a la famille. Après, on va avoir les copains à l'école, les garçons, les filles. On catégorise. Ça simplifie le monde. Vont arriver des stéréotypes, c'est-à-dire qu'on va attribuer à des catégories de personnes un certain nombre de caractéristiques. Là, j'ai mis les Français, un stéréotype, les Français, ils ont un béret, la baguette de pain. Jusque-là, je dirais tout va bien, même si ces stéréotypes peuvent être plus ou moins positifs. Le problème, c'est quand on entre dans les préjugés. Et là, les préjugés, c'est qu'on va juger la personne sans prendre le temps de la connaître. Elle est habillée de cette façon, elle a des lunettes, c'est un intellectuel. Elle porte un tatouage, c'est potentiellement un marginal. Elle a les cheveux violets, c'est quelqu'un qui là aussi est un contestataire. Il porte une robe, ce petit garçon, c'est un futur homosexuel, enfin, il a déjà des tendances homosexuelles. Et vous voyez, le préjugé, c'est juger avant, ne pas prendre le temps de connaître la personne. Trop vieux, trop jeune, trop femme. Là, on est dans le monde du travail et c'est des discriminations les plus très courantes sur l'âge ou le sexe. La discrimination, c'est donc repousser les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour leur talent ou leurs compétences. C'est les juger sur tout à fait autre chose. Alors, est-ce que c'est un vrai sujet de management? Oui, oui, oui. On a régulièrement des enquêtes sur les perceptions de discrimination, d'égalité des chances. Voilà, alors une des enquêtes, elles ne sont pas les plus récentes, mais qui avait eu lieu il y a 3-4 ans, le sentiment de pouvoir être victime de discrimination en raison de son apparence physique arrive en 7e position. Ça, c'était une enquête du MEDEF. Beaucoup, beaucoup de blagues et de moqueries sur l'apparence physique, hein, la blonde, la grosse, le chauve, le moustachu, arrive en 3e position. Et une étude qui avait lieu il y a 3 ou 4 ans aussi sur la discrimination au travail du défenseur des droits montrait que c'était le premier critère pour les salariés de la fonction publique. Donc il y a véritablement dans le ressenti des gens la notion de j'ai pu être discriminé, alors discriminé pour une embauche, discriminé pour une promotion, discriminé pour une formation à cause de mon apparence physique. Voilà, par exemple, il est trop petit pour être un bon commercial ou être trop petite pour être un bon commercial parce qu'il faut en imposer. On sait que les gens de grande taille vont avoir une prime favorable sur un certain nombre de métiers. Comme ce qui est très marrant, c'est quand on montre des photos de personnes connues, on leur attribue toujours des centimètres en plus. Là, le pouvoir va avec un ressenti, hein, un sentiment de taille. On est trop gros pour être manager. Alors c'est quelque chose dont j'ai parlé, c'est un des premiers critères de discrimination au recrutement ou à l'évolution de carrière. Ne être trop gros, c'est ce que je vous disais, ne pas être capable de se maîtriser. Or, pour être manager, il faut maîtriser l'incertitude, il faut maîtriser les situations, il faut maîtriser. Si j'arrive pas à me maîtriser moi-même, est-ce que je suis capable de maîtriser des situations difficiles? Donc ça, c'est une question. Mais il y a aussi trop belle ou trop beau.
c'est plus les femmes quand même, pour être compétentes. Beauty is beastly. Voilà, la beauté fait que vous êtes belle, mais non, vous ne pouvez pas avoir toutes les qualités. Donc, vous êtes rangé dans les idiotes. Et là, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de témoignages à ce propos. Être belle, on vous envoie des réflexions, on vous renvoie une image de vous qui fait que vous ne pouvez pas être suffisamment compétente. Toutes ces questions d'apparence physique, les chiffrages n'existent pas vraiment ou sont très fluctuants, mais montrent, comme sur beaucoup de sujets, une surdiscrimination des femmes, qui sont beaucoup plus jugées sur leur apparence que sur les hommes. Et ce qui est étonnant, c'est que ça paraît assez normal. J'ai retrouvé des études où les Français trouvent que c'est assez normal, surtout dans les métiers de contact par rapport aux clients, que l'apparence physique, la beauté soit importante pour un job. On est presque à 50% sur un sondage MEDEF de 2018. Alors, je rappelle aussi que discriminer, ça coûte cher. Si on peut prouver qu'on a été discriminé pour apparence physique, comme sur d'autres critères, pourrait aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 145 000 € d'amende. De même pour le harcèlement. On parlait tout à l'heure d'humour, faire des petites blagues sur le physique des gens, ça vous, potentiellement, peut vous valoir 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Je n'ai jamais vu ces condamnations, surtout pour apparence physique, mais il faut savoir qu'on peut être jugé pour ce type de choses. Alors, il y a très peu, comme je disais, de jurisprudence sur l'apparence physique. J'avais fait intervenir une juriste qui avait fait des recherches. C'est souvent requalifié. Vous voyez, par exemple, un serveur qui est licencié parce qu'il porte des boucles d'oreilles, par exemple, ou une coiffure qui donne le sentiment qu'il est beaucoup trop efféminé, c'est un cas réel. Ça avait été requalifié pour homosexualité, enfin pour discrimination pour orientation sexuelle. On a rarement vraiment l'apparence physique. Alors, il y a des cas assez rares sur le poids, mais ils existent. Donc, grossophobie, là, c'était le cas d'une association qui harcelait une personne pour son surpoids, et la personne a été jusqu'à être complètement en dépression, et l'association a été condamnée. On a aussi un cas dans une compagnie aérienne d'un steward qui avait des dreadlocks. Cette compagnie aérienne, Air France pour ne pas la nommer, avait jugé que les dreadlocks n'étaient pas compatibles, ça a quelques années, avec le look qu'on attend d'un steward, et la personne a été mise à pied, enfin ça a duré extrêmement longtemps, là aussi dépression nerveuse. Il a même travaillé avec une perruque pour camoufler ses dreadlocks, et il y a eu une requalification et une condamnation de la compagnie aérienne. Les choses évoluent aussi. On a de plus en plus de variété, même dans les personnels qui sont face au public, mais enfin, ça reste quand même quelque chose de très présent. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même un cadre légal qui permet des exceptions. Quand vous recrutez quelqu'un pour faire un spectacle, un film, pour être mannequin, vous avez la possibilité de qualifier, d'avoir des critères sur le physique. De la même façon, quand vous êtes dans des métiers qui exigent de l'hygiène, de la sécurité, vous ne pouvez peut-être pas avoir, par exemple, il faut retirer ses bijoux, vous ne pouvez pas avoir des cheveux qui ne pourraient pas être mis, par exemple, comme sous une petite Charlotte, comme ça l'est. Voilà. Il existe des exceptions, surtout pour des questions de spectacle ou d'hygiène sécurité. Il y a quelques années, il y avait eu un gros problème avec Walt Disneyland Paris, qui, pour contourner les questions d'apparence physique, avait fait valoir que c'était du spectacle. Alors, sur certains, je me rappelle très bien que sur certains recrutements, ça pouvait avoir du sens. Par exemple, la personne qui faisait la marionnette grandeur nature, enfin, entre guillemets, de Minnie, évidemment, ne devait pas être grande. J'étais, je crois, 1,50 m maximum, parce que Minnie, la souris et le déguisement étaient faits pour cette taille-là. Mais autrement, voilà, c'était une façon de contourner, là aussi, l'apparence physique en rejoignant le domaine du spectacle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette apparence physique va autant peser sur ce fameux regard, va autant peser sur nos jugements? Eh bien, c'est la fameuse première impression. Et alors là, je pense que tout le monde, je ne me trompe jamais, ma première impression était la bonne, j'aurais dû m'en tenir à ma première impression. C'est quoi la première impression?
Eh bien, c'est dans un premier temps ce qu'on appelle l'effet de primauté. Vous voyez quelqu'un et en quelques secondes, tout ce mécanisme dont je parlais de catégorisation, de filtre dû à notre éducation, notre culture, se met en place. Lunettes intellectuelles, tatouage marginal, voilà, trop gros, gros, trop gros, etc., trop petit, etc. Après, il y a un effet de halo, et l'effet de halo, c'est qu'on va en fait tout voir à travers cette première impression, si on ne prend pas le recul nécessaire. Donc, on va juger la personne petit à petit par rapport à ce premier filtre qui nous s'est imposé à nous de façon complètement inconsciente. Hein. C'est un processus de jugement complètement inconscient. Et comme notre cerveau préfère la consistance, ben, il met en place ce qu'on appelle le biais de sélection. C'est-à-dire qu'il va garder les informations des premières secondes, et la personne, chaque fois qu'elle va parler de quelque chose, si ça alimente notre première impression, on va le garder. Ah, voilà, mon cerveau, il va dire, ah, t'avais bien raison de penser ça. Tu vois, il ne se maîtrise pas parce qu'il est trop, tu vois, elle est trop petite pour faire ce. Et de l'autre côté, il va éliminer ou écarter les informations qui ne lui conviennent pas. Tout ça est inconscient, c'est clair, mais il faut absolument, et la façon de lutter contre ça, c'est de prendre conscience. C'est de se dire, ah, première impression, je l'oublie. Voilà. En effet, j'ai tendance à penser ça, c'est un préjugé, je lutte contre le préjugé, alors on va le faire d'un point de vue de réflexivité hein, dans son cerveau, on peut se mettre des post-it, on peut l'écrire, et porter son jugement uniquement sur les compétences, les attentes qu'on peut avoir de la personne, sans préjuger de ce qu'elle sait faire ou de ce qu'elle ne sait pas faire. Parce que là, je parlais de tout ce qui va pouvoir rejeter la personne, mais on sait qu'on peut avoir aussi des penchants favorables pour une personne et se faire avoir en la jugeant de façon trop positive. Parce qu'en effet, dans notre cerveau, ce qui est beau est bon. C'est quelque chose de beauty, voilà, c'est bon, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, là aussi. Aristote disait, la meilleure lettre de recommandation, c'est la beauté. On associe quelqu'un d'attractif, de beau, avec toutes les variétés dont je parlais tout à l'heure, à quelqu'un qui a des compétences. Et il y a une vraie prime à la beauté. Je ne sais pas si la photo que je vous ai mise montre quelqu'un de beau, d'attractif, en tout cas très conforme aux critères actuels. Une étude encore récente, hein, parce qu'il y en a quelques-unes, plus ou moins, puis elles sont aussi assez des fois contestées, mais à l'École polytechnique de Milan, montre que les entrepreneurs qui sont jugés attractifs lèvent 13% de fonds de plus. On parle de primes à la beauté sur le salaire, qui peuvent aller, ça a été calculé, de 15%, gagner en plus 15%. Pourquoi? Parce que déjà, peut-être qu'on va être favorisé sur la prime, on va avoir accès à des formations qui vont permettre des accélérations de carrière, etc. Voilà. La beauté est un argument, on va prêter aux gens beaux des traits de compétences qu'on ne donnera pas aux gens laids. Et vous voyez, je vous mets des images de Walt Disney, pour ne pas montrer des personnes et les pointer du doigt. Mais Walt Disney, c'est déjà quand on est petit, c'est déjà ça. Hein. Cendrillon, regardez, qu'est-ce qu'elle est mignonne et qu'est-ce qu'elle incarne la gentillesse. Et cette pauvre Cruella d'enfer, elle est monstrueuse, elle a que des cheveux noirs et blancs, elle a le maquillage outrancier, et elle est méchante. Voilà. Et ça, quand je vous disais les filtres qu'on a culturellement, Walt Disney, merci hein, sur les filtres. Et donc, il y a une pénalité de la laideur. Alors, la laideur, on peut dire ça, le manque d'attractivité, qui font que là, vous allez être moins favorisé dans la promotion, dans l'évolution de carrière, voire au moment du recrutement. Qu'est-ce qu'on met en place aussi dans les entreprises qui est extrêmement pénalisant? Eh bien, par exemple, l'idée de ressembler au produit. Dans la grande distribution, encore maintenant, quand on veut animer un stand de fruits exotiques, on va chercher quelqu'un qui a une couleur qui rappelle les Antilles, de peau qui rappelle les Antilles. Quand on veut avoir un banc de produits asiatiques, des nems, etc., on va demander à quelqu'un qui est d'origine asiatique. Et ces personnes, j'ai eu l'occasion de faire des études là-dessus, elles vous disent, moi je suis née en banlieue parisienne, ou à Châtellerault, je ne connais rien aux sushis, je ne connais rien aux ananas, enfin bon, voilà. Donc ça, l'idée de ressembler au produit, ça continue à être assez consistant comme idée. Tout ce qui est uniforme, je vous parlais tout à l'heure vestimentaire, alors évidemment les uniformes sont aussi une façon
reconnaître les gens, hygiénique. Mais vous voyez bien que l'uniforme, c'est aussi une façon d'aspirer, par exemple, la sécurité. C'est de montrer, de rassurer les personnes, de catégoriser, hein. Donc l'apparence et on peut demander des fois à des personnes, par exemple dans le domaine du luxe, ça existe encore, on va demander aux personnes de retirer leur piercing, de cacher leurs tatouages, et cetera, hein. C'est, rassurer le client, c'est ne pas, se mettre, et puis porter, l'image de l'entreprise. Ressembler au client. Là aussi, on l'a beaucoup vu, reviens sur le domaine du luxe que je connais un peu, pour avoir travaillé sur cette question avec eux. Eh bien, pendant très, très, très longtemps, on recrutait plus, des personnes, ou dans l'habillement qui étaient des porte-manteaux des vêtements que véritablement des personnes compétentes pour conseiller sur les produits. Et ça continue à exister, largement. Alors après, on a des préjugés sur des choses comme la mamoite. On vous a toujours dit que si on avait la mamoite, c'est quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui, là aussi, ne sait pas se maîtriser. Il y a des maladies qui existent et qui font qu'on a, alors de façon plus ou moins importante, les mamoites. Mais malheur à ceux qui portent les mamoites. J'avais travaillé sur un sujet d'une dent manquante, une personne qui était à un poste assez important, qui avait une dent qui manquait de façon alors peut-être moins visible que celle-là, et en gros, elle avait compris au bout d'un moment que, si elle ne faisait pas, cet effort esthétique, eh bien, la possibilité d'évoluer dans sa carrière, puisqu'il y avait une possibilité d'avoir un poste, allait lui échapper. Ça ne pouvait pas être, voilà, sa compétence était liée à cette dent qui manquait. Et puis les injonctions au jeunisme, très, très important. Régulièrement, on a des remontées de personnes qui expliquent, sur le cas des seniors, que, on leur a carrément demandé de faire un petit peu d'effort esthétique, de chirurgie esthétique, de métier d'esthétique, pour paraître plus jeune. C'est toujours la question du contact client, c'est toujours la question, de l'apparence, qu'on va donner, et on porte l'image de la marque, avec cette apparence. Je l'ai pas évoqué. Il y a une question qui est souvent cachée, très taboue, c'est la question de l'odeur. Voilà, sentir mauvais, ça c'est un vrai sujet, quelqu'un qui va sentir mauvais. Alors, là aussi, subi ou choisi, on est quand même souvent plutôt dans le choisi, hein, c'est-à-dire je ne prends pas ma douche, je ne me change pas, et le problème des odeurs corporelles est un sujet d'apparence, physique. Le problème, c'est quand c'est une maladie, et là, il y a un vrai, vraie problématique, parce que c'est vrai que c'est un inconfort aussi pour les personnes qui travaillent avec la personne. Mais c'est vrai que moi, en tant que manager, j'ai eu à gérer ça, du côté non pas maladie, mais du côté je ne me lave pas et je ne me change pas. C'est un vrai sujet, mais qui fait partie, des questions de l'apparence physique. Pour dire qu'il n'y a pas de petits sujets, il n'y a pas de petits sujets, et qu'on peut être en très grande souffrance, voire en dépression, comme je l'ai dit, à cause de petites blagues qui vont porter sur notre apparence physique. J'ai, dans mes études sur le sujet, pu mettre au jour aussi quelque chose qui s'appelle la fashion police dans l'entreprise. Des cas qui sont étonnants, un stagiaire qui portait, non pas le bermuda, quand il faisait très chaud l'été, pour le Friday wear, hein, le vendredi, mais un short trop court, et pour cette raison, on lui a pas proposé, de prolonger son stage, sur un contrat. Les femmes qui ont des pantalons en cuir ou des jupes trop courtes, qui sont mal vues, et là, c'est pas forcément, la direction, c'est pas forcément les recruteurs, hein, c'est, la notion, de la conformité, et des petits groupes de personnes, dans les entreprises. Et cette idée aussi que quand on est à l'informatique, on va plutôt avoir un look très, débraillé. Quand on est, à la production, on va avoir, des vêtements un peu plus, comment dire? Techniques. Quand on travaille pour, une marque de luxe, des vêtements sophistiqués. Tout ça amène à beaucoup de souffrance, et donc beaucoup de sous-performance, parce que c'est de l'arrêt maladie, c'est de l'absentéisme, c'est du désengagement, et c'est une mauvaise ambiance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Alors, on fleurit un business du relooking. Alors, c'est très bien. Avec cette ambiguïté, on va, travailler un peu comme le coaching, hein. Alors, c'est d'ailleurs du coaching physique. On va vous aider à être, quoi? Plus conforme, hein, plus conforme. Alors, les relookers physiques vous disent, comme les coachs, que c'est plus pour, avoir confiance en soi, se sentir mieux, et c'est vrai, c'est vrai. Les témoignages, le montrent. Mais est-ce que c'est être soi ou être plus conforme? Ça, c'est une vraie question. Mais bon, c'est, d'ailleurs des propositions d'entreprise assez régulières.
On pourrait introduire des quotas, après tout, alors des quotas de lait, des quotas de moche, des quotas de on voit bien toute la difficulté. On le fait pour le handicap, on ne le fait pas pour tout le reste. Il y aurait peut-être une vraie question à se poser là-dessus. Là, j'avoue que je n'ai pas de proposition à faire bien construite. La chirurgie esthétique, j'en ai parlé, la médecine esthétique, qui sont des recours de plus en plus courants, comme on le voit avec tous les cabinets, des propositions qui fleurissent partout. Et puis, alors, je terminerai là-dessus, cette tendance très très forte depuis quelques années du body positive. C'est-à-dire que je suis fière de mon corps, quel qu'il soit. Ça peut être les femmes, ça peut être les hommes. Voilà, alors là, c'est des couleurs de peau, c'est évidemment le poids, c'est le handicap, ça peut être toutes sortes de choses qui, alors on le voit beaucoup, beaucoup plus aux États-Unis, hein, ou en France, où vraiment la diversité physique est absolument beaucoup plus visible et beaucoup plus assumée, hein, d'ailleurs. Et on a en effet cette tendance très forte du body positive. Alors le problème, c'est que c'est un peu du body positive washing, hein. Des fois, j'ai regardé, récemment parce que c'est un grand sujet, ils avaient été pas mal, mis en cause pour ça. Vous savez, les sous-vêtements, par exemple, on pourrait prendre plein d'exemples, mais Victoria's Secret, voilà ce qu'ils promettent sur leur site, hein. Voilà, après 4 ans d'absence revient le fameux défilé, Victoria's Secret en sous-vêtements. Vous voyez bien, des femmes maigres, une femme noire, une femme grosse, enfin elles sont pas moches, hein, mais elles sont, très différentes. Quand on prend, la photo qu'ils mettent en avant sur, le défilé lui-même, on voit bien que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc il y a beaucoup quand même de body positive washing. De la même façon, ce qui était très intéressant, c'est de voir que des personnes qui assument des différences, et j'ai pris l'exemple de Kim Kardashian, qui est devenue une des influenceuses les plus importantes au monde, en étant complètement à l'envers, enfin à l'opposé, des beautés classiques, d'il y a une dizaine d'années, qui étaient, aux États-Unis, des blondes très minces, pour chaque Gwyneth Paltrow par exemple, et qui est arrivée, très brune, avec des formes très, très, très importantes, beaucoup de poitrine, beaucoup de fesses, et qui a travaillé sur ses défauts physiques. Le problème, c'est qu'il y a une sorte de mouvement qui se met en place, de conformisme, et voilà, sa demi-sœur, ce qu'on appelle le slim fit, c'est-à-dire la minceur épaisse, enfin, voilà, et qui exige une taille très fine, des fesses rebondies, des cuisses fuselées. Et ce qui était à un moment, j'assume un corps très, très différent, et d'ailleurs j'en fais produit d'appel, hein, là on est vraiment dans quelque chose de mise en scène de soi qui est poussée à l'extrême, devient une forme de conformité. Donc après, il faut quelque chose derrière qui repousse, parce que ça, c'est pas de la diversité. Et un photographe qui s'appelle Hans Egelboom s'amuse à photographier dans les rues les passants, évidemment, mais pas que du hasard, évidemment, mais et voilà, et on voit bien qu'on est dans un monde de recherche de conformité. Par exemple, là, sur l'habillement, la mode, c'est une recherche de conformité. Donc, on a toujours cette ambiguïté de dire « je veux être moi, je veux être différent, je ne veux pas être jugé sur mon apparence, mais en définitive, et je fais bien ce que je veux, mais en définitive, en étant toujours très attiré par des gens qui nous ressemblent et en cherchant à être dans une forme de conformité, ou physique, ou par l'apparence, ou par la façon de parler et de se comporter, ou par la façon de se vêtir. » Voilà, donc l'objectif, c'est d'en prendre conscience de tout ça, c'est très, très, très important. Et comme je le propose, changer nos regards, qu'ils ne soient pas des couteaux plantés dans le cœur des personnes que nous regardons, pour aller au-delà des apparences. C'est tellement essentiel. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et s'il y a quelques questions, je crois qu'on a quelques minutes, une dizaine de minutes. Adèle, je te laisse me dire comment tu vois les choses. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Isabelle pour, cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, ou des remarques sur lesquelles on peut échanger, voilà. La parole est à vous. Alors, c'est toute petite parole, très, je ne sais pas s'il y a des
Personnes qui ont envie de prendre la parole, des témoignages peut-être de personnes qui ont été témoins ou même victimes hein, d'apparence, de distribution pour apparence. Parce que moi, dans les études que j'ai fait là-dessus, c'est très fort. Hein. J'ai fait des entretiens, des focus group, dans des entreprises où il y avait pourtant déjà hein, cette démarche d'y réfléchir, où on avait déjà cette démarche que tout le monde soit divers et puisse être accepté, toléré, accepté, voire recherché. Et en fait, c'était quand même très, très difficile. Quand on écoutait les témoignages des gens, il y a une forme de honte hein, aussi qui s'installe quelquefois d'avoir été rejeté pour son apparence physique. Alors, je suis une ex-ronde, quelqu'un qui nous dit ça, et c'est vrai que, oui, je ne sais pas ce que ça veut dire derrière. On est plus à l'aise quand on est devenu mince, peut-être, je ne sais pas. Comment réagir par rapport aux collègues qui se regroupent au café pour critiquer votre physique singulier? Ah ben ça, là, c'est une très, très bonne question. Donc là, les attitudes, eh ben, elles dépendent beaucoup de sa personnalité. Donc il y a l'assertivité, c'est aller voir les gens et leur dire, écoutez, voilà, je sais que vous dites ça, alors, signaler, en effet, le mettre en avant. Hein. Je sais que j'ai tel et tel défaut pour vous, hein, telle non-conformité, et leur montrer comment dire, la bêtise de leurs caractéristiques, surtout qu'ils ont certainement eux aussi quelque chose qui peut être facilement pointé du doigt. Si on n'a pas cette capacité d'assertivité, et là il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, il faut aller voir un tiers. Il faut en parler à un tiers. Dans le milieu du travail, ça s'appelle un DRH, ça s'appelle une ligne d'alerte, ça s'appelle un représentant syndical. Voilà. Voir un collègue, mais il ne faut jamais, jamais rester seul sur une question de harcèlement. Jamais. Que mettent en place les entreprises pour lutter contre cette forme de discrimination? C'est une très bonne question. Très, très peu de choses. Comme je vous l'ai dit, c'est une discrimination cachée. C'est-à-dire qu'on va la requalifier dans des discriminations plus classiques. Je parlais de l'orientation sexuelle, du handicap, etc., ce qui est déjà bien, mais honnêtement, il y a très, très peu d'entreprises qui se soucient véritablement de la question. D'autant plus qu'il y a souvent une ambiguïté parce que la conformité dont je parlais, elle renvoie aussi à la marque employeur, elle renvoie à l'attractivité. Alors, je cite quand même une entreprise qui est très vitrine, c'est la SNCF, où vous avez dû voir quand vous prenez le train maintenant des gens très très différents, qui ont des coupes de cheveux, des physiques très différents et beaucoup beaucoup moins conformes qu'il y a une vingtaine d'années. J'ai eu beaucoup plus de femmes, mais enfin, des coupes de cheveux, la façon dont aussi, même s'ils ont des uniformes, ce qui est tout à fait normal, la façon de s'habiller, voilà, et qui mettent en avant justement cette diversité physique. Le CV anonyme n'a pas eu de succès, oui, alors clairement, mais j'étais la première à dire que ça ne servait à pas grand-chose, le CV anonyme. J'avais eu tellement de témoignages de gens qui disaient bah oui, j'ai eu accès à l'entretien, mais le jour où je suis arrivée en entretien et la façon dont on m'a regardée, parce que je n'étais pas conforme à l'idée qu'on se faisait de moi, alors là c'était plutôt souvent sur l'origine ethnique et la couleur de peau, mais ça peut être aussi sur l'obésité. Ils disaient, je préfère mettre ma photo, je préfère signaler éventuellement ma non-conformité en gros, que d'avoir à subir ce jugement. Et là, je parlais de la première impression, du regard qui tue. Et en fait, l'anonyme, il devient anonyme sur tous les sujets. Et au bout d'un moment, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais ça peut être, en effet, pour certaines personnes, un levier. Et je ne jette pas tout non plus à la poubelle. On a Béatrice qui a une question qui lève la main. D'accord, alors je écoute. Ok, voilà, d'accord, pardon. J'étais dans le chat. Je remercie d'avoir remarqué ma main levée. Moi, je rencontre un problème de discrimination face à mon handicap chez mon employeur. Et il se trouve que ma responsable hiérarchique n'a pas fait de rapport à la direction parce que la discrimination venait de la part d'une de ses amies. Et donc, je m'attendais à être convoquée par le référent harcèlement. 11 mois plus tard, je n'ai pas vu de convocation. Donc, j'ai contacté le service RH et la responsable des relations sociales m'a envoyé une lettre de 4 pages
pour me dire que ce n'est pas une discrimination. Donc, face à ça, donc j'ai essayé la médecine du travail et je les poursuis au prud'homme parce que ils m'ont mise en invalidité de manière arbitrale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voie de recours, j'ai juste reçu un mail. Donc, d'après vous, qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation? Bah, vous avez, pour moi, alors je ne suis pas juriste, hein, mais vous avez déjà fait beaucoup. Je pense que ça va prendre du temps malheureusement. Heu, Vous pouvez aussi contacter directement le défenseur des droits. Vous l'avez fait? Je, je l'ai fait, je suis allée au Oui, commissariat pour porter plainte, ils ont refusé ma plainte. Donc, j'ai contacté mon assurance juridique qui m'a demandé de oui, faire au procureur de la République. C'est ce que j'ai fait. ouais. Alors Et c'est voilà, mais alors mais ca vous êtes typique de enfin, faire gérer du harcèlement passif, hein, où, en effet, on va vous mettre en situation d'attente, ça va cheminer et je pense que vous avez de très bonnes chances, j'imagine, de «gagner» entre guillemets, mais, pendant des mois, vous allez, ça c'est le problème de la justice, vous allez être, est-ce que vous êtes passé par des associations? Parce que quelquefois les associations arrivent à oui, des médiations. Oui, aussi? Oui. oui, 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 Parce que oui, 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 la médiation peut aller plus vite que la justice, mais ça, c'est la double peine, hein, oui. ce que vous êtes en train de décrire. Non seulement vous avez un handicap, en plus, enfin, je dirais la triple peine. On vous discrimine pour ça et en plus, vous avez, la peine, enfin cette longueur, que va prendre la justice à alors je ne sais pas ce que vous demandez, si c'est être remise dans votre fonction ou mais c'est vrai que c'est ça, ce que vous décrivez, malheureusement, on le voit encore très, très souvent. En fait, je ne demande pas la rétrogradation dans la mesure où il y a une collègue qui a jeté mon matériel. J'avais un matériel spécial pour travailler. Et donc, ça a été fait à 2 reprises. Donc, une personne qui m'a traité de vieille aveugle et 3 semaines plus tard, une autre qui a jeté mon matériel. Donc, je ne peux pas travailler. Euh, Ouais, ouais, ouais. donc, une réintégration, c'est pas possible dans la Oui, mesure où, ouais, ouais. même si je veux changer de poste, je ne pourrais pas travailler parce que je ne vois pas. J'ai un dixième aux yeux. Et ce logiciel me permettait justement de pouvoir continuer mes missions. Et Ouais, ouais. donc, par la médiation, est-ce que vous pensez que je pourrais obtenir une rupture conventionnelle puisque je suis à la recherche d'un emploi? Alors je ne suis pas assez qualifiée juridiquement, mais c'est vrai que ce que j'observe, c'est que les associations arrivent souvent à obtenir, par la médiation, des pressions, hein, tout simplement, à des résultats plus rapides que la justice elle-même, ce qui n'empêche pas de laisser courir la justice, hein. Voilà, alors après, il faut trouver la bonne association, celle qui a envie de bouger. Il y a des associations aussi, puisque vous avez un problème de déficience visuelle, qui sont vraiment pointues là-dessus et qui pourraient, parce qu'elles bon, bah, c'est leur, terrain d'expertise, pourraient vous accompagner peut-être un peu plus. Et je vous dis, là, c'est de la pression, hein, c'est pas forcément mais il se peut que l'entreprise ne cède pas et que vous êtes, soumise à la durée, de la justice. Mais sur les prud'hommes, vous n'avez pas eu de retour parce que c'est quand même les prud'hommes, c'est pas toujours ça peut être assez rapide et ils sont quand même assez sensibles à ce genre de Oui, choses. pas encore, pas encore. Bon, Non, mais c'est ça va venir. Oui, récent, hein, c'est récent parce que j'ai ouais, attendu et c'est quand j'ai contacté mon employeur, comme par hasard, j'ai reçu 2 jours après un mail pour me convoquer à la médecine du travail et quand j'ai envoyé mon courrier pour leur dire que je les attaquais au prud'homme, le 27 décembre, j'ai reçu la mise en invalidité de manière catégorique. Donc pas de voie ouais, de recours ouais, et par mail. ouais, En général, on ouais, reçoit un courrier en recommandé où on peut justement contester la mise en ouais, invalidité, ça ouais. n'a pas été mon cas. Bon, bah, écoutez, bon courage, mais je pense que vous avez pris les bonnes voies et je vous dis, peut-être aller vers une association très spécifique qui rejoint, enfin qui vous permet de traiter votre parce que vous vous n'êtes pas la seule, hein, dans ce genre de choses. Alors on est plus sur le handicap que l'apparence physique, hein, directement, mais voilà et c'est quelque chose qui doit être complètement, interdit et ça l'est Oui, et ça l'est. oui, Bon complètement. courage, hein, en tout cas pour, la Merci, suite. merci madame. Alors, il y avait une question, c'est est-ce que recruter, revient dans toutes les situations discriminées? Alors oui, 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 hein, mais il faut faire la différence entre discriminant et en effet, je vais choisir une personne, je discrimine au sens des compétences et je vais en effet retenir une personne sur 100 candidats. C'est une situation où on discrimine, au sens discriminant. Moi, ce qu'on pointe là, c'est être discriminatoire.
il y a une différence entre être discriminant, je recrute des personnes, une personne sur 100, parce que je dois faire un choix, et être discriminatoire, je rejette une personne, non pas pour son manque de compétences, mais pour son physique en l'occurrence. Donc, en effet, on discrimine, mais le mot lui-même revêt deux façons de faire. L'une qui est complètement logique et qui est dans le métier, par exemple, des recruteurs, l'autre qui est absolument anormal, comme on vient de le voir avec Béatrice. Alors, l'effet de primauté, c'est en fait, c'est la première impression, c'est-à-dire les premières secondes, quelques secondes, où on va juger sur un visage, sur les yeux, sur la façon dont la personne est coiffée, donc son apparence. On va avoir le cerveau, on va mettre en place, je simplifie, hein, toutes sortes de choses qui vont nous faire dire, prêter une personnalité, prêter des traits, elle est prétentieuse, vous savez, sa tête ne me revient pas, voilà, elle est trop belle pour être intelligente. Voilà. Et là, on a toutes sortes de tests qui existent et qui montrent que, eh bien, on va en effet, sur ces quelques secondes, avoir ensuite cet effet de halo qui va attribuer à la personne toutes sortes de qualités ou de défauts. Et puis après, voilà, ça va continuer de façon complètement inconsciente. Donc, en effet, par exemple, vous savez, le milieu de la musique a lutté contre ça, alors pour des raisons de sexisme, hein, puisque les hommes étaient préférés aux femmes, avaient des préjugés favorables. Les auditions de musique, maintenant, se passent toujours derrière un rideau. C'est un peu The Voice, hein, le grand jeu du The Voice. On juge la personne sur sa qualité musicale, sur sa voix. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de tricherie, hein. Et après, des fois, on ouvre le rideau et on voit quelqu'un. D'ailleurs, ils le disent, des fois, les juges, parce que je regarde de temps en temps l'émission, je m'attendais à quelqu'un de beaucoup plus âgé, quelqu'un de beaucoup plus jeune. Alors, des fois, on voit quelqu'un qui est très gros, quelqu'un qui est très beau, quelqu'un voilà, qui est très décalé. Et c'est intéressant d'avoir des méthodes, alors on parlait tout à l'heure du CV anonyme, mais des méthodes qui mettent en avant d'autres façons de faire que de juger une personne. Mais c'est vrai que quand vous regardez The Voice, on voit arriver petit à petit les jugements, et particulièrement les jugements du public, et on voit bien que le physique a évidemment une importance. La voix n'est pas la seule, les qualités de chanteur ou de chanteuse ne sont pas suffisantes. Voilà, donc l'important quand on travaille avec des cabinets de recrutement, quand on travaille avec des professionnels du management, c'est cette prise de conscience pour s'en décoller, quoi, s'en décoller. Je dois prendre conscience que telle et telle chose qui me heurte ou qui m'accroche positivement doit être oubliée. Et m'obliger à revenir au fond de la question. Compétences. Je parlais du vêtement. Est-ce que c'est quelqu'un qui sera conseillé dans une boutique? Est-ce que c'est voilà, et ne pas être dans cette conformité. Hein, c'est une question de conformité qui met tout le monde peut-être plus à l'aise. Hein, c'est plus facile d'être avec des gens qui nous ressemblent, qui ne nous posent pas de problème a priori parce que tout est plus simple. Mais la conformité ne fait pas la compétence, loin de là.